J'ai toujours eu une peur panique d'être complètement immergée dans l'eau. Non pas que je ne sache pas nager ou quoi que ce soit de ce genre, mon père m'a appris. Mais il dit que j'ai failli me noyer quand j'étais très jeune. Or, j'ai cette crainte car d'aussi loin que je me souvienne, chaque fois que je me retrouvais sous l'eau et que je regardais vers la surface, je voyais une femme blonde s'approcher de moi avec un sourire chaleureux, ses yeux bleus foncés rivés sur moi. Et ce, même lorsque ce n'était que dans une baignoire. Ça m'a toujours fait ça, et c'est juste devenu normal pour moi, même si, en réalité, je ne m'y suis jamais vraiment habituée. C'était à la fois déconcertant et apaisant. Elle me donnait toujours l'impression que tout irait bien, mais je l'évitais toujours, parce que je n'étais qu'un enfant, et que c'était vraiment bizarre. Je n'en ai jamais parlé à mon père lorsque j'étais enfant, mais je lui ai posé des questions sur ma mère qu'il esquivait toujours. Parfois, il se mettait même en colère contre moi parce que j'essayais d'en discuter. Ce n'est que récemment que je lui ai décrit cette apparition. Lui, qui était au volant de la voiture, a failli en heurter un poteau, preuve qu'il savait manifestement quelque chose. Face à cette réaction, je lui ai à nouveau posé des questions sur ma mère. Cette fois, il m'a répondu qu'elle était morte quand j'étais très jeune et qu'elle m'aimait beaucoup. Il a aussi admis que ses cheveux et ses yeux étaient de la même couleur que ceux de cette apparition, qui était aussi comme les miens. J'ai donc fait quelques recherches par moi-même en regardant son nom sur mon certificat de naissance et en essayant de trouver tout ce qui pouvait avoir un rapport avec moi. Que ce soit des articles de journaux sur un petit garçon qui avait failli se noyer ou n'importe quoi en rapport avec cet incident. Je voulais surtout une photo, quelque chose que je pourrais faire correspondre à mon ange gardien. Aujourd'hui, enterré parmi les papiers de la bibliothèque municipale, je l'ai trouvé. Winchester, Mary Wissy, âgée de 28 ans, s'est noyée hier soir après avoir escaladé une clôture de barbelés et s'être jetée dans un réservoir d'eau qui était proche. Des funérailles sont prévues par sa famille pour le 25 de ce mois-ci. 6 mois auparavant, Mary avait été internée après avoir été reconnue non coupable de tentative de meurtre pour cause de démence. Son mari, Daniel Wissy, avait agi assez rapidement pour sauver la vie de leur très jeune fils lorsqu'elle avait été retrouvée en train de le noyer dans une baignoire. Tout a commencé par un craquement. Un léger craquement derrière la porte de mon placard. C'était la nuit de mon 6e anniversaire et j'avais eu comme cadeau une poupée. Sans trop comprendre pourquoi, j'éprouvais une fascination morbide pour Cassandra, le nom que j'avais donné à ma poupée. Je l'aimais et la détestais à la fois. C'était vraiment très étrange comme sentiment. Ses gros yeux vitreux sans sourcils étaient effrayants, et que dire de son sourire si grand qu'il touchait ses 2 oreilles cachées par de longs cheveux noirs. Elle avait aussi un petit nez ridicule et des taches rouges sur ses joues. Sa robe grise lui ajoutait une allure adorablement macabre. On appelait ce modèle la poupée rieuse, car il suffisait de toucher une partie de son corps afin de l'entendre rire. On n'était qu'au début de l'ère des poupées rieuses, et il était un peu normal que les rires enregistrés dans l'interface interne du modèle ne soient pas vraiment fidèles à un rire humain. C'était plutôt une suite de petits rires métalliques. Mes parents étaient pauvres. J'étais très heureuse et très étonnée d'avoir un tel cadeau, même si j'ai gardé pour moi le fait que la poupée n'était pas neuve, car sous sa robe, j'ai découvert les craquements du vernis de sa peau bleu pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque, et j'emmenais Cassandra partout avec moi, même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. Tout le monde a ri, sauf moi et la maîtresse, Madame Bertrand, une femme colérique que je détestais. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué, elle n'arrêtait pas de rire encore et encore. La maîtresse a trouvé la poupée et m'a ordonné de la faire taire sur le champ. J'étais morte de honte, mes mains tremblaient en cherchant l'accès aux piles dans son dos, des larmes gonflaient mes yeux. Je l'ai secouée plein de fois, mais la poupée continuait de rire. En colère, la maîtresse me l'a arrachée des mains et l'a jetée par terre. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte écrasée par un pied. Pour finir, elle l'a ramassée et l'a brandie devant mon visage en criant 3 fois « Confisqué, confisqué, confisqué !» C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés et une fracture séparait son front en 2. À la suite de cette histoire, mes parents ont été convoqués à l'école en fin d'après-midi. J'ai pris 2 claques par mon père et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupée. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir puisque je n'avais plus Cassandra pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard. En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillée en sursaut. Des chiens aboyaient furieusement au loin, mais sinon, ma chambre était silencieuse. C'est sans doute un cauchemar, et alors que je tentais de me rendormir, j'ai entendu une voix agonisante au creux de mon oreille. « Aidez-moi, aidez-moi !» Puis, il y a eu ce rire. Un rire dément, métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents
étaient fâchés contre moi et aucun des deux n'est venu me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité, puis il s'est arrêté d'un coup, laissant la place aux aboiements des chiens. Assise sur mon lit, essoufflée, le cœur battant, je regardais la pénombre de ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de mon placard, puis un second, toujours aussi bref, puis un troisième, espacé d'un petit rire métallique et d'autres encore et encore, d'autres rires, d'autres craquements qui me faisaient sursauter. C'était affreux, j'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis, quand j'ai cru cette hallucination auditive terminée, la poignée a cliqueté en tournant très doucement. La porte s'est ouverte par à coups. C'était si effrayant que mon cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit et je me suis réfugiée dessous. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis restée. Je claquais des dents, je regardais l'ouverture du placard qui n'était située qu'à 2 mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu, un pied squelettique aussi grand que mon bras. Il s'est enfoncé dans la moquette avant de sautiller autour du lit, puis vers le fond de la chambre où j'ai aperçu la maigreur d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tympans. Je priais de toutes mes forces que cette horreur s'en aille, mais elle a sautillé jusqu'à mon lit, puis elle a disparu. Enfin, c'est ce que je croyais, avant que mon matelas ne s'enfonce au-dessus de ma tête. J'étais petite, j'ai pu me rouler sur le dos pour voir ce qui se passait. Le monstre bondissait sur le lit, le matelas s'est enfoncé plusieurs fois, me touchant le visage, le ventre et les jambes. Il devait y avoir plusieurs pieds, car le lit se déformait à plusieurs endroits en même temps. Ça s'est arrêté d'un coup. Le silence est revenu, hormis ce claquement de dents qui sortait de ma bouche. La porte du placard a claqué sèchement, le monstre était reparti. Toutefois, je n'avais pas vu le pied sautiller jusqu'à lui et j'ai attendu de longues minutes sans bouger un cil. J'étais trempée d'une sueur glacée, mes muscles me faisaient mal, j'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps au fond d'un puits. Enfin, au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Mon matelas s'est mis à bouger, le monstre a doucement baissé la tête car ses longs cheveux s'entortillaient sur la moquette, puis un front blanchâtre est apparu. Le front était brisé en deux, sa texture et sa teinte livide m'ont fait penser à de la peau collée sur du caoutchouc. Et ses yeux. Jamais je n'oublierai ses yeux crevés d'où s'écoulait une humeur bleuâtre. La porte de ma chambre s'est brusquement ouverte, ma mère a crié, puis... Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, je me souviens juste de petits rires métalliques et de craquements effroyables. En état de choc, je ne suis pas retournée à l'école pendant plusieurs jours, d'autant plus que j'étais très inquiète de l'état de santé de ma mère. Elle a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures, des membres brisés et un pied arraché. Mon père n'a jamais été le plus courageux des hommes et la police, alertée par les voisins, l'a retrouvé inconscient près du corps de ma mère. Il a été accusé de tentative de meurtre. Ma pauvre mère a perdu la raison. Elle n'a jamais pu témoigner en sa faveur. Lorsque j'allais la voir à l'hôpital, elle était souvent agitée. Elle criait dès qu'elle voyait une poupée à la télévision au-dessus de son lit. Parfois, elle hurlait en me regardant, comme si j'étais responsable de son état. Les policiers m'ont interrogée plusieurs fois et aucun n'a cru à mon histoire de poupée au visage brisé. Mais qui croirait une fillette de 6 ans? Pourtant, si la police m'avait prise plus au sérieux, la maîtresse ne serait pas morte la nuit suivante. Son meurtre a été imputé à un rôdeur. Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie, et une écriture tremblante disait ceci. Tu veux jouer avec moi? Même aujourd'hui, à l'heure où je termine de raconter mon histoire sur votre forum, je revois toujours le visage brisé du monstre, ses longs cheveux noirs, ses yeux crevés. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends le petit rire métallique de ma poupée, et parfois aussi, près de mon lit, le craquement de ses genoux. Halloween a toujours été une fête quelconque chez moi, même quand j'étais petite. Bien sûr, je me rappelle avoir passé plusieurs années à chasser les bonbons avec mes amies, déguisées en sorcières ou en anges, mais pendant qu'elles dansaient, riaient et s'amusaient à se faire peur, moi, je m'ennuyais franchement. J'ai vite arrêté. De toute façon, je commençais à être trop grande pour défiler dans les rues et quémander des sucreries aux voisins du quartier. Depuis, Halloween est devenu une journée comme les autres. Mais je dois avouer que ça me fait sourire aujourd'hui, de voir les enfants sonner à ma porte et me demander des bonbons. Ça me rend un peu nostalgique, malgré ce que j'ai pu dire à propos de ces soirées. C'est pour cela que j'achète toutes sortes de friandises quelques jours avant, histoire d'avoir toujours quelque chose à donner. Quand j'ai quitté la maison familiale et pris mon premier appartement, je n'imaginais pas le nombre d'enfants qui sortiraient le soir d'Halloween dans mon nouveau quartier. Il était calme, un peu perdu, il n'y avait pas grand-chose à faire, alors j'imagine que pour beaucoup de gamins, c'était l'une des seules activités intéressantes de l'année. Tous les soirs d'Halloween, c'était la même chose.
Je ne pouvais pas me poser plus de 5 minutes sans qu'un groupe d'enfants, parfois accompagnés d'un adulte, ne sonne à ma porte et scande « Des bonbons ou un sort ?» Ça me faisait rire, et étant célibataire, ces interactions bien que courtes égayaient souvent ces soirées. Habituellement, je ne recevais plus de visites après 22h, 22h30 grand maximum. Mais il y avait cet enfant qui arrivait toujours après les autres, cet enfant qui était toujours seul, cet enfant qui m'a fait une impression particulière la première fois que je l'ai vu. Il était plus de 23h. À cette heure-ci, je commençais à ranger dans les placards les derniers bonbons qu'il me restait, me disant que je ne recevrais vraisemblablement plus aucune visite pour ce soir. Mais non, on a sonné à ma porte. Après avoir lancé un rapide coup d'œil sur l'horloge, j'ai ouvert la porte et je suis tombée sur cet enfant. Il portait un masque en forme de crâne qui cachait non seulement son visage, mais enveloppait également toute sa tête, ainsi qu'un simple t-shirt bleu clair, délavé en guise de costume. Il y avait quelques traces de sang sur le masque et le t-shirt, mais également sur sa peau extrêmement pâle. Je ne suis pas une personne qui aime juger, mais son accoutrement me laissait un peu perplexe. Comme si ses parents n'avaient pas assez d'argent pour acheter un déguisement complet et que ce gamin essayait de rattraper le tout en ajoutant du faux sang. Ça lui donnait un air particulier. Mais peut-être que cela était accentué par le fait qu'il ne parlait pas. Dès que j'ai ouvert la porte, il est resté silencieux pendant 5 petites secondes, j'imagine, avant de tendre ses bras, ouvrant bien grand son sac à bonbons. La chasse ne devait pas être bonne pour ce petit, le sac semblait plutôt vide. Je lui ai offert mes dernières friandises et il m'a fait un rapide salut de la main avant de tourner les talons toujours aussi silencieux. Je suis restée devant la porte quelques instants et j'ai haussé les épaules. Halloween s'est arrêté de cette façon cette année-là. Ce premier Halloween sans ma famille a également été marqué par un autre événement, beaucoup plus grave. Le lendemain, derrière un bâtiment près des poubelles, un concierge a retrouvé un corps, le corps d'un enfant, une petite fille poignardée plusieurs fois à l'aide d'un morceau de verre. La nouvelle a choqué tout le quartier, dont moi bien évidemment. Ce voisinage si paisible s'était soudainement transformé, par la peur et la paranoïa. Parmi les habitants se trouvait un meurtrier. Je ne me rappelle pas très bien comment se sont déroulés les premiers jours qui ont suivi le drame de mon côté. Comme tous les autres, j'imagine, l'horreur en premier lieu, puis la crainte, l'insécurité. Mais ça n'a pas duré, bien évidemment. C'est peut-être horrible à dire, mais passé les premiers mois, les marches blanches, les hommages, nous avions déjà tout oublié. La vie avait repris son cours après tout, ce n'était qu'un fait divers parmi tant d'autres, même si le meurtrier n'avait pas été retrouvé. Finalement, je m'étais trompée. Le voisinage était redevenu paisible, comme si cette affaire n'avait jamais existé. Une information en efface une autre, comme on dit. Le deuxième Halloween que j'ai vécu dans ce quartier était quasiment identique au premier. En réalité, il était parfaitement identique. Cette histoire n'avait eu aucune incidence et je pense même qu'il y avait encore plus d'enfants dans les rues cette année-là. Et vous vous en doutez, en toute fin de soirée, l'enfant était là. Comment j'ai réussi à le reconnaître? Il avait le même déguisement, le même masque en forme de crâne, un t-shirt sobre et plusieurs taches de sang sur le corps et les vêtements. Les mêmes gestes que l'année dernière, un silence de mort, son sac grand ouvert, un rapide geste de la main, et il a disparu. Comme je vous l'ai dit, cet Halloween était similaire au dernier, en tout point. Le lendemain, on a retrouvé un nouveau cadavre, encore une enfant, une nouvelle fois tuée de manière extrêmement violente. Et c'est à ce moment précis que tout a changé pour de bon. Cette fois-ci, toutes ces émotions, toutes ces peurs, tous ces soupçons ne se sont pas dissipés. 2 meurtres, 2 années de suite le soir d'Halloween et un assassin toujours en liberté. Ce fut dur, pour tout le monde. Inutile de dire qu'après ce deuxième incident, les derniers Halloween ne se sont pas spécialement passés dans la joie et la bonne humeur. Au fil des ans, je recevais de moins en moins d'enfants à ma porte. Ce n'était pas vraiment une peur exagérée, à vrai dire. Chaque année, on avait droit à une nouvelle atrocité. Malgré les gendarmes, malgré les bénévoles chargés d'ouvrir l'œil, personne n'a réussi à empêcher les meurtres de se reproduire. Année après année. Ça a duré encore 3 ans. 4 enfants avaient déjà perdu la vie. Le 5e Halloween après le premier meurtre, mis à part quelques groupes d'enfants, plus personne ne faisait la fête. Après, plus grand monde ne s'intéressait à Halloween dans le village, il faut l'avouer, mais disons que les meurtres ont accéléré le processus. J'étais en pleine période de déménagement et ça m'arrangeait de ne pas avoir à ouvrir la porte constamment. Certains enfants étaient bien là à vouloir des bonbons, mais leur nombre chutait au fil des années. Cependant, il y en avait un qui était toujours à son poste. Ce gamin. Le même masque, un t-shirt banal, mais cette fois, aucune trace de sang. Ça ne m'a pas surpris plus que ça, je me disais que laver ses affaires à la main devait être compliqué pour sa mère ou son père. Comme vous pouvez vous en douter, le même comportement, les mêmes petits gestes de sa part. Néanmoins, j'ai essayé de lancer une conversation. Après tout, je le connaissais depuis 5 ans maintenant. Je lui ai juste balancé « Tu n'es pas un peu trop vieux pour participer à Halloween maintenant ?» Il n'a rien dit, a haussé les épaules, et ça a été notre dernière rencontre. J'ai quitté le quartier quelques jours plus tard, après un 5e meurtre. Néanmoins, peu après mon départ, ils ont enfin trouvé l'assassin. Je pense que beaucoup ici l'ont déjà deviné.
Il s'agissait de cet enfant. Les taches de sang sur ses vêtements n'étaient pas de la décoration, c'était de l'hémoglobine véritable, appartenant à ses victimes. Une fois ses pulsions calmées, comme tous les autres enfants, il allait toquer aux portes pour récupérer des bonbons. J'ai également appris qu'il avait étranglé sa dernière proie, ce qui expliquait l'absence de sang sur lui. Je ne me rappelle plus comment j'ai réagi. Un peu choquée, je dirais ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était une histoire que je voulais vous raconter. J'aurais aimé vous inventer une chute extrêmement terrifiante, un plot twist, mais ce n'est pas le but. C'est une anecdote sur Halloween. Le fait d'avoir croisé la route de l'assassin pendant toutes ces années, le fait qu'il était un enfant, c'est tout. Une histoire de ce genre qui, en quelque sorte, forge un peu plus le côté mystique de cette fête, la rend un peu plus éternelle, un peu plus effrayante. Ce sont ce genre de faits qui nous font nous rappeler Halloween. « 911 ? Quelle est votre urgence ?» Oui, bonjour, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, il y a quelque chose dans la maison et je pense que ça a blessé ma mère. Ok, quel est votre nom et quelle est votre adresse ? Mon prénom est Yona et mon nom de famille est Tiller. J'habite au 60 Goldale Boulevard. Ok Yona, est-ce que tu as vu le visage de l'intrus ? Non, je me suis précipitée dans ma chambre quand j'ai vu ma mère sur le sol et que j'ai entendu des bruits de pas. Je suis désolée, je sais pas quoi faire d'autre. Ce n'est pas grave Yona, c'est très malin et mature de ta part d'appeler le 911. Juste, reste en ligne avec moi, d'accord ? Et reste bien caché à l'endroit où tu te trouves. Ok, je ne bougerai pas. Maintenant Yona, j'ai besoin de toi. Sois une grande fille et réponds à quelques questions très importantes. Tu peux faire ça pour moi ? Ok, je vais essayer. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Regarde sur ton téléphone. On est le 28 mars 2019. Très bien. Et quelle est l'heure exacte ? C'est affiché 13h30. Je vois. Encore un. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas perdre ma mère. Envoyez de l'aide s'il vous plaît. Yona, là où tu te trouves, il devrait être 3h42. En plein milieu de la nuit. Une mauvaise aide, l'aide. Je suis désolée Yona, mais je ne peux pas t'envoyer de l'aide à l'endroit que tu nous as indiqué. Vos aide, l'aide. Super. Maintenant, ils imitent des enfants. À cause de ces imitateurs, beaucoup de personnes, tant dans la police que dans les services d'hôpitaux, ont disparu après leur départ pour ce genre d'endroit, desquels provenaient des appels à l'aide similaires. Tout récemment, ils ont appris à dire la date avec précision. J'espère seulement qu'ils n'apprendront pas aussi vite à donner l'heure exacte. Les villageois du coin disent qu'il y a une toundra qui s'étend juste au nord d'ici et qui est occupée par des esprits bienveillants. Ces esprits donnent des conseils et aussi des avertissements à quiconque leur rend visite la nuit, une fois que le soleil est complètement disparu et laissé le monde dans une obscurité d'un noir de jet. J'ai donc conduit jusqu'au milieu de l'étendue de glace et j'ai attendu, espérant apercevoir ce qui commandait la vénération de ces gens. Ils envoient leurs enfants, emmitouflés dans des fourrures pour ne pas geler, à la veille de leur 15e anniversaire, chercher une audience avec ces esprits. Une fois qu'ils y sont parvenus, les enfants courent chez leurs parents pour leur annoncer la nouvelle. Dès lors, ils sont considérés comme des adultes dans le village. Les couples fiancés se rendent aussi dans cette toundra la nuit précédant leur mariage. Le village tout entier reste éveillé en attendant leur retour, car c'est à celui-ci que les deux jeunes gens décident soit de poursuivre leur mariage, soit de l'abandonner. Les personnes âgées, quant à elles, se rendent dans la toundra lorsqu'elles sont malades ou souffrantes et aggravent souvent leur état en passant la nuit dans le froid. Cependant, lorsqu'elles reviennent, c'est la plupart du temps avec un air serein. Je suis donc resté là-bas, curieux de voir quel phénomène pouvait inspirer les gens avec autant de ferveur. Et j'ai attendu, pendant des heures, emmitouflé dans ma parka et assis sur le capot de mon pick-up. J'ai attendu jusqu'à avoir l'impression que j'allais mourir de froid, même avec mes vêtements chauds et épais. J'ai entendu l'esprit avant de le voir. Un craquement sur la neige, alors que tout était silencieux, m'a fait sauter de mon pick-up et me retourner. Un homme voûté, à la peau grise, se tenait à quelques mètres de moi. Ses yeux tristes et jaunis me fixaient, enfoncés dans un crâne d'où ne sortaient que quelques cheveux gras. Il respirait lourdement, avec un râle ébranlant sa fragile cage thoracique. L'un de ses bras semblait avoir été cassé et négligé, ce qui ne lui avait pas permis de se ressouder parfaitement. Quant à ses jambes écartées, elles étaient marquées par des cicatrices. L'homme m'a fixé pendant peut-être 10 secondes, inspirant l'air glacial et expirant un filet de vapeur maladif avant de disparaître lorsque j'ai cligné des yeux. Je me suis retournée de part et d'autre à la recherche de l'individu, mais il était vraiment parti. Et en m'approchant de l'endroit où il s'était tenu, j'ai trouvé une paire d'empreintes de pas ensanglantées dans la neige. Fou de peur, je suis montée dans mon pick-up et me suis dirigée vers le village aussi vite que la glace me le permettait. Quelques personnes m'attendaient à mon arrivée, sachant que j'étais sortie et curieux de voir ce qui allait se passer. Je suis sortie en hâte de mon véhicule et m'approchant du villageois le plus proche, j'ai demandé « Qu'est-ce que ces esprits ont de si bienveillant ? Qu'est-ce qui est si merveilleux ? Comment vous êtes-ils ? Qu'as-tu vu ?» m'a-t-il demandé, le regard sur mon visage reflétant maintenant la peur sur le mien. « J'ai vu un homme.
horriblement défiguré et malade, ai-je crié, et le reste des villageois autour de nous a reculé d'un pas. J'ai supplié. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les esprits ne montrent qu'une seule chose, m'a expliqué l'homme. Ils montrent leurs visiteurs une année dans le futur. Retranscription d'une histoire que mon meilleur ami Antoine m'a racontée plusieurs fois. Tout est identique à ce qu'il m'a dit, avec le plus de détails dont je puisse me souvenir. Les événements qu'il m'a décrits se sont produits dans les années 1991. Je n'ai jamais cru aux fantômes, évidemment, mais pour ma copine, c'était un autre délire. Alors, quand dans la maison il a commencé à avoir des espèces de chuchotements, des grattements sur les murs et des portes qui se claquaient derrière nous sans courant d'air, elle a pété un câble. « Antoine! Antoine! Il faut qu'on fasse quelque chose !» Moi, j'étais en mode « Mais Léa, là, putain, je suis pas les Ghostbusters !» Et c'est là qu'elle a eu l'idée la plus foireuse de sa vie. Elle a voulu appeler des chasseurs de fantômes. Bon, déjà, je savais même pas que ça existait vraiment. Mais au point où on en était, elle dormait plus la nuit et on baisait même plus, j'ai accepté. Puis c'est elle qui voulait payer, donc j'allais pas me faire prier. On a appelé un espèce de secrétariat d'un groupe de mecs qui se disaient chasseurs d'esprits et de revenants dans la ville d'à côté. Ils lui ont dit qu'ils venaient le mardi suivant et qu'ils aimeraient bien qu'elle fasse des recherches sur la maison, en mode s'il y avait déjà eu un suicidé, des trucs comme ça. Moi, j'aurais trouvé ça classe, mais après maintes recherches, le seul truc le plus proche de chez nous, c'était un mec qui s'est fait écraser devant la baraque en 1984, ce qui est pas franchement très effrayant. En plus, le mec s'appelait Martin, et la légende terrifiante du revenant Martin, ça craignait un peu. Donc, pas de succès de ce côté-là, mais Léa insistait. Bref, ils sont arrivés assez tôt le matin, et après la présentation la plus pathétique et la plus puceau que j'avais jamais vue, « Nous sommes les chasseurs de fantômes, enchantés !» Les trois mecs à casquette ont commencé à chercher divers trucs un peu partout dans la maison, avec des appareils que j'avais jamais vus, qui faisaient bip bip. Non seulement, après 1 heure de recherche, ils n'avaient rien trouvé du tout, mais en plus, les phénomènes que Léa et moi en vivaient ne s'étaient pas produits. Bref, pas un gros succès, ce qui m'a franchement conforté dans l'idée que c'était des gros arnaqueurs. Dans l'idée de les faire partir pour que je puisse regarder la télé, j'ai commencé à discuter avec celui qui avait l'air d'être le leader de cette bande de dégénérés. Même s'il avait l'air sympa, mais quand même vachement bizarre, après discussion, je lui ai discrètement glissé l'idée qu'on était pressés et qu'il fallait qu'ils partent. Ils ont ramassé leurs trucs et je les ai raccompagnés à la porte avec Léa. J'étais quand même un peu désolée d'avoir fait perdre du temps à ces pauvres gars, alors j'ai tenté de la jouer sympathique avec le leader. S'en est suivie la discussion la plus bizarre que j'ai jamais eue. Et encore désolée, hein, on était persuadés qu'il y avait vraiment des trucs. Pas de problème, on a l'habitude des fausses alertes. Il a fait le sourire le plus forcé que j'ai jamais vu, ce qui m'a conforté dans l'idée qu'on leur avait vraiment fait perdre leur temps. J'ai essayé de changer de sujet pour combler le malaise. Vous n'avez pas trop eu de mal à vous garer? Je n'ai pas vu votre camionnette dans la rue. Oh, nous n'en avons pas. Je déteste les voitures. Ils ont ricané entre eux et s'en est suivi un autre silence bien gênant. Ils ont commencé à partir sans un regard pour nous. J'ai quand même essayé d'en savoir plus. Je peux vous demander votre nom? Il s'est retourné un bref instant, m'a regardé dans les yeux et m'a souri. Martin. Avec Léa, on a à peine eu le temps de se regarder sans rien comprendre que le téléphone a sonné. C'était le secrétariat des chasseurs de fantômes. Ils nous informaient qu'ils étaient désolés du retard, qu'il y avait des embouteillages sur la route et qu'ils seraient là dans une petite heure. Quand on a regardé dans la rue, les 3 chasseurs de fantômes avaient disparu. Bonsoir, je m'appelle Cécilia et si je me suis inscrite et que je poste aujourd'hui un message ici, c'est parce que j'ai besoin de conseils, rapidement. Pour certains, je suis étrange. Pour moi, je suis juste curieuse. Ma maison est comme un cabinet de curiosité personnelle. Elle contient des objets, des affiches, des babioles sans intérêt et considérées comme des déchets par d'autres. On m'a déjà qualifiée de collectionneuse ou, moins chaleureusement, de ramasse-merde. Mais chaque personne que je garde a son mystère, son histoire. Enfin, ce n'est pas le but de mon poste sur ce forum de l'occulte, vous devez vous en douter. Mais le contexte doit bien être expliqué à un moment, alors autant le faire au début afin d'éviter les questions sur pourquoi j'ai conservé ces cheveux. Donc, les cheveux. Vous savez, parfois on retrouve un cheveu solitaire qui ne nous appartient pas, ce cheveu blond alors que vous êtes brun, ce cheveu plus long que les autres que vous retrouvez chez vous alors que personne n'est venu depuis des lustres dans votre appartement où vous vivez seul. Ça vous est forcément déjà arrivé sans que vous y fassiez attention. Si la question « d'où vient-il » vous vient à l'esprit, une réponse raisonnable et vraisemblable arrive rapidement et l'incident est instantanément oublié. Mais moi, dès qu'une chose suscite une question sans réponse, je la conserve. Je la garde jusqu'à ce que ces mystères soient résolus et qu'une certitude remplace les possibilités. Bref, c'était il y a environ 2 semaines que j'ai commencé à collecter les longs cheveux noirs bouclés dans la maison où je vis, plus ou moins en ermite.
Pour ma part, j'ai des cheveux châtain clair, et donc vient l'utilité de ma présentation. Vous l'aurez deviné, j'ai conservé ces cheveux. Rapidement, des rêves à ce sujet ont commencé à occuper mes nuits. Après tout, rien d'étonnant. Je rêvais souvent des différentes curiosités de ma demeure. Mes rêves mettaient en scène une femme, toujours la même, avec de longs cheveux noirs et bouclés, habillée d'une robe grisâtre assez vieille. Je la voyais de dos et elle était face à un miroir brisé. Je ne pouvais évidemment pas voir son reflet dans les éclats de celui-ci. Elle ne bougeait jamais, même de rêve en rêve. Elle ne remarquait pas ma présence, bien que mon reflet devait être visible depuis son angle de vue. Enfin, ce n'était que des rêves, et je pensais que c'était juste des divagations de mon cerveau. Concernant les cheveux, plus j'en ramassais, plus il semblait en avoir à collecter. Ça m'a d'abord amusé, ça me plaisait d'imaginer être en contact avec le surnaturel. J'y pensais comme étant une blague de mon esprit. À chaque rêve, ma position se rapprochait de la femme comme une caméra qui effectue une rotation autour d'une scène tout en se rapprochant. Et j'ai finalement distingué de cruels détails. Elle était jeune et attachée par de fines lanières de cuir sur sa chaise, couverte d'hématomes et amaigrie par rapport à sa première apparition dans mon sommeil. De rêve en rêve, elle était plus mince et plus boursouflée par des bleus qui recouvraient toutes les parties visibles de sa peau. Ces rêves étaient très précis et me restaient en mémoire, mais même si je pouvais penser et réfléchir, j'étais dans l'impossibilité de me mouvoir. Il y a une semaine, le temps semble passer si lentement parfois, j'ai retrouvé des cheveux par poignée, uniquement au rez-de-chaussée. J'ai pris un gros vase pour les ranger à la place du petit bocal style parfait. C'est après ça que j'ai été forcée de me rendre compte que la quantité de cheveux retrouvés n'était vraiment pas normale et que j'ai commencé à réaliser que mon subconscient ne pouvait pas être responsable de cette liaison entre l'évolution de mes rêves et cette quantité. J'ai eu du mal à m'y résoudre, mais après avoir retrouvé 2 touffes complètes dans le couloir reliant ma cuisine, les toilettes et la cave, clôturée par le propriétaire avant ma location à cause d'éboulements, dont j'avais déjà essayé d'ouvrir la porte sans succès, j'ai jeté les cheveux par la fenêtre pour qu'ils se dispersent au vent. Mais 2 jours plus tard, l'état de la femme semblait toujours se dégrader de la même manière et je retrouvais toujours des cheveux partout. Enfin, surtout dans le corridor. Alors, j'ai commencé à collecter les mèches. C'était plus fort que moi et après tout, ça ne changeait rien. Maintenant, je la vois tous les jours. J'ai essayé de ne pas dormir pour fuir ce cauchemar, mais je tombais toujours de sommeil. Mardi, j'ai commencé à voir les 3/4 de son visage. Des larmes creusaient des sillons visibles sur ses joues meurtries et son œil bleuté. Ses cheveux semblaient avoir été en partie arrachés et son crâne était ensanglanté. Son corset était déchiré. Le lendemain matin, je suis descendue pour retrouver quasiment une perruque complète de boucles poisseuses. Hier soir, jeudi, je l'ai vue, la mâchoire défoncée, en pleurs et couverte de coups. Ce matin, j'ai retrouvé 2 dents mêlées aux cheveux, devant la porte de la cave. J'ai peut-être mis du temps à paniquer et à demander de l'aide, mais là, je ne sais pas quoi tenter. Alors s'il vous plaît, je fais quoi ?